Citoyennes, citoyens, bonjour, programme chargé aujourd'hui. On va revenir sur une nouvelle mesure extraordinaire de James Webb et la manière dont elle affecte la tension de Hubble. On va revenir sur le vol de la deuxième Vulcain qui nous a fait une sacrée frayeur. On va détailler l'actualité très chargée de l'exploration du système solaire. On va découvrir une nouvelle entreprise allemande qui s'apprête à faire voler un avion spatial doté d'un aérospike. Et on va parler de constellations et de leurs signatures de plus en plus problématiques. Allez, c'est parti. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. À quelle vitesse grandit notre univers ? Depuis près d'un siècle, les astrophysiciens tentent de répondre à cette question fascinante initiée par la découverte d'Edwin Hubble. L'univers est en expansion constante. Pour quantifier ce phénomène, une constante, la constante de Hubble, a été définie. Mais la valeur exacte de cette constante reste sujet à débat, mettant au défi notre compréhension même du cosmos. Résoudre ce mystère pourrait nous mener vers de nouvelles découvertes fondamentales qui changeraient notre vision de l'univers. La constante de Hubble s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec, et sa valeur approximative est d'environ 70. Cela signifie qu'une galaxie située à 70 mégaparsecs de nous, soit environ 230 millions d'années-lumière, s'éloigne de la Voie lactée à la vitesse de 70 km par seconde. Une galaxie située 2 fois plus loin s'éloigne 2 fois plus vite, etc. Seulement, la valeur exacte de la constante de Hubble fait débat. Cette incertitude est connue sous le nom de tension de Hubble. En effet, il existe deux méthodes principales pour mesurer la constante de Hubble, et elles donnent des résultats différents. La première méthode consiste à observer les objets proches de nous, comme les supernovas de type 1A et les étoiles céphéides, dont on connaît la luminosité absolue, et à partir desquelles il est possible de déduire la vitesse d'expansion de l'univers. On trouve dans ce cas une valeur d'environ 74 km par seconde par mégaparsec. La seconde méthode utilise des observations du fond diffus cosmologique, une sorte de rayonnement fossile qui date des tout premiers âges de l'univers. Cette méthode fournit une valeur d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Pour mieux l'appréhender, je vous renvoie vers notre dossier sur les 6 paramètres du modèle standard de la cosmologie qu'on a sorti il y a quelques semaines. L'immense problème sur lequel butent les astrophysiciens, c'est qu'il est impossible de réconcilier les deux mesures, ce qui est quand même embêtant pour ce qu'on nomme une constante. Cette différence, qui pourrait paraître minime, est en réalité cruciale, car elle pourrait indiquer que notre compréhension actuelle de l'univers est incomplète, voire incorrecte. La tension de Hubble n'est peut-être pas qu'un problème de mesure. Elle pourrait ouvrir la voie vers de nouvelles découvertes fondamentales en cosmologie. Il y a quelques jours, le télescope spatial James Webb est venu mettre son grain de sel dans ce problème de plus en plus accablant. Il a en effet permis d'exploiter une nouvelle méthode pour calculer la constante de Hubble. Pour y parvenir, l'observatoire a tourné son miroir vers une lentille gravitationnelle. Une lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière d'un objet très lointain est déviée par le puits gravitationnel d'un objet très massif situé à mi-chemin, comme un amas de galaxies. Cet objet massif agit comme une sorte de loupe cosmique, créant plusieurs images de l'objet observé qui atteignent la Terre à des moments légèrement différents, en raison des différents chemins parcourus par la lumière. En analysant le décalage temporel entre ces images, les chercheurs ont pu estimer la constante de Hubble. L'objet observé est une supernova de type 1A, dénommée SN Hope. Elle a été observée avec un décalage vers le rouge de Z égale 1,78, ce qui signifie qu'elle date d'une période où l'univers avait environ un tiers de son âge actuel. La lentille gravitationnelle, créée par un amas de galaxies, a produit 3 images distinctes de cette supernova. Les décalages temporels entre ces images ont pu être mesurés,
En analysant ces décalages temporels, les chercheurs ont pu déterminer le temps que la lumière a mis pour parcourir les différents chemins à travers la lentille gravitationnelle. En combinant ces décalages avec la distance estimée de la supernova, il a été possible de calculer la vitesse à laquelle l'univers grandit dans cette direction, ce qui constitue du coup une mesure de la constante de Hubble. Dans ce cas, les chercheurs sont tombés sur la valeur 75,4 km/s par mégaparsec. Cela concorde avec les autres mesures réalisées dans l'univers récent. C'est même plutôt sur la tranche haute. Plutôt que d'aider à résoudre la tension de Hubble, James Webb est donc en train de l'aggraver. Cette nouvelle méthode de mesure est cependant prometteuse car elle repose sur une approche indépendante des autres techniques utilisées jusqu'à présent. James Webb va désormais pouvoir observer d'autres phénomènes de lentille gravitationnelle afin de fournir des mesures encore plus précises de la constante de Hubble. Ces observations permettront de réduire l'incertitude sur cette valeur si l'on parvient toutefois à identifier suffisamment de supernovas de type 1A sous lentille gravitationnelle. La tension de Hubble semble plus ancrée que jamais. Pour s'en débarrasser, la première solution consiste à réconcilier les deux valeurs. Dans ce cas, le plus simple serait encore de se rendre compte qu'on fait une erreur qui affecte toutes les mesures de l'univers récent. Cela devient cependant de plus en plus difficile à défendre. L'autre option serait de revisiter les valeurs issues du fond diffus cosmologique, mais cela demande de retoucher le modèle standard de la cosmologie et donc toute notre compréhension de l'histoire de l'univers. Mais James Webb à l'appui, cela va peut-être devenir un exercice nécessaire. Qui sait alors quels secrets issus des premiers âges de l'univers cela pourrait dévoiler ? Allez, de retour sur Terre, on est en train de traverser une semaine très chargée pour l'actualité spatiale. À commencer du côté de chez ULA. La coentreprise américaine a fait voler pour la deuxième fois de son histoire sa nouvelle fusée Vulcan Centaur la semaine dernière. Il s'agissait d'une mission de qualification. Elle devait à l'origine emporter la première des navettes automatiques Dream Chaser, mais suite à un souci de calendrier, c'est un simulateur de masse qui s'est retrouvé sous la coiffe. Une mission sans enjeu de charge utile qui a servi à valider le bon fonctionnement du lanceur. Et Vulcan nous a fait une petite frayeur au décollage. Pendant l'ascension, un problème est survenu au niveau de la tuyère d'un des boosters à poudre. Les images laissent entrevoir une défaillance partielle de celle-ci. On voit bien avec la présence de grosses étincelles qu'il n'y a pas que du gaz de propulsion qui est éjecté. Malgré cet incident, le propulseur a continué de fonctionner suffisamment bien pour que la mission se déroule sans accroc. On a cependant observé un retard de 20 à 30 secondes sur toutes les étapes ultérieures du vol de la fusée. C'est à la fois un dysfonctionnement sur lequel il faudra enquêter et une preuve éclatante de la résilience de Vulcan. Je n'ai pas souvenir de beaucoup de fusées qui soient parvenues à boucler leur mission après qu'un de leurs propulseurs ait perdu des bouts de tuyère en début de vol. Les moteurs BE4 et le software du lanceur semblent avoir réussi à compenser suffisamment pour rester dans la trajectoire nominale et éviter une autodestruction. Sur ce point, chapeau bas à ULA. Il va cependant falloir s'assurer pour les vols suivants que les boosters à poudre GEM-63XL, fabriqués par Northrop Grumman, éviteront de tels écueils. Le spatial américain est décidément à la peine puisque même la Falcon 9 connaît déboire sur déboire. Suite à différents incidents qu'on a relatés au cours de l'été, elle a été clouée 3 fois au sol. Le dernier problème en date a vu un second étage faire sa rentrée atmosphérique en dehors de la zone préétablie, après une mise à feu ratée. Seulement, le calendrier de la famille Falcon est tellement chargé de missions tellement importantes que ni SpaceX ni la FAA ne peuvent se permettre une enquête bien longue. Hier, la fusée a donc été autorisée à redécoller pour une unique mission, le lancement de la sonde Hera de l'ESA. La mission Hera rentre dans le cadre de la défense planétaire. C'est-à-dire que c'est une mission pensée avant tout pour nous aider à lutter contre d'éventuels astéroïdes impacteurs. C'est donc une étape cruciale pour ne pas finir comme les dinosaures. Conçue par l'Agence spatiale européenne, Hera a pour objectif d'étudier de près l'astéroïde Dimorphos, la cible de la mission DART de la NASA, qui l'a percuté à grande vitesse en septembre 2022.
En analysant l'impact de DART sur cet astéroïde, Hera fournira des données cruciales pour comprendre comment nous pourrions dévier des objets menaçants pour la Terre. Si un astéroïde nous fonce dessus, nous pourrons ainsi peut-être sauver notre peau en lui fonçant dessus en premier, quand on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Les prochaines étapes de la mission incluent un survol de Mars début 2025, qui permettra une manœuvre d'assistance gravitationnelle pour diriger la sonde vers son objectif final. Ce sera l'occasion de tester les instruments de la sonde sur la lune martienne Deimos. Hera arrivera ensuite dans le système de Didymos fin 2026, 4 ans après l'impact de DART, pour une mission d'observation d'au moins 6 mois. J'ai personnellement hâte de voir à quoi ressemble un grand astéroïde qui s'est pris une sonde d'une demi-tonne à 6 km par seconde. Le rythme ne va pas faiblir puisque dans 2 jours, c'est une Falcon Heavy qui va décoller pour lancer la sonde Europa Clipper. Le décollage doit avoir lieu à 18h19 heure de Paris et on sera en live sur Twitch environ 1 heure avant pour couvrir l'événement. Le lien pour nous rejoindre est en description. Bien entendu, des changements de dernière minute restent possibles, on vous tiendra au courant. Il y a notamment un cyclone tropical qui est en train de prendre la direction de la Floride, un report est donc possible. La mission Europa Clipper a pour enjeu majeur de déterminer si l'océan sous la surface glacée d'Europe, une lune de Jupiter, pourrait abriter des conditions favorables à la vie. Elle devra analyser la composition chimique de l'océan, étudier les caractéristiques géologiques de la surface et détecter d'éventuelles zones d'échange entre l'océan et la surface. Ces données seront essentielles pour évaluer le potentiel d'habitabilité de cette lune et pour guider de futures missions d'exploration. On a réalisé un dossier dédié la semaine dernière que je vous invite à visionner si la recherche de vie dans le système solaire vous intéresse. En Europe, la grosse actualité de la semaine nous vient de l'entreprise espagnole PLD Space qui vient d'afficher des ambitions démesurées. PLD est un des plus anciens acteurs du New Space européen. Il développe actuellement la fusée Miura 5 qui doit faire un premier vol l'année prochaine. En préparation de ce jalon, ils ont déjà fait voler leur fusée suborbitale Miura 1, c'était il y a 1 an presque jour pour jour. Mais attention, ce n'est que le début de l'aventure, car PLD Space prépare ensuite la famille de lanceurs Miura Next, ce sont les 4 fusées à droite sur cette image. Vous voyez tout de suite qu'il y a un changement d'échelle. Avec cette nouvelle architecture, PLD Space veut devenir capable de propulser jusqu'à 53 tonnes en orbite basse, pour la version la plus musclée à droite. On entre dans le domaine des lanceurs super lourds. Ces lanceurs feront 67 mètres de haut pour 3,5 mètres de diamètre pour chaque booster. Vous pouvez y décerner une version à 3 boosters et une à 5. La version la plus intéressante se trouve cependant au centre. Les yeux aguerris y reconnaîtront une fusée taillée pour le vol habité, avec une capsule et une tour de sauvetage en haut. Car en plus de cette nouvelle famille de fusées, PLD nous a également présenté sa capsule dédiée au vol habité. Les Espagnols n'ont pas froid aux yeux, et franchement pour une entreprise européenne, ça fait du bien. La capsule s'appelle Linz. Elle doit pouvoir emmener 5 tonnes de charge utile dans un volume pressurisé de 8 mètres cubes, ce qui devrait pouvoir loger 3 ou 4 astronautes. PLD veut mener des essais de vol dès 2028 pour offrir une autonomie à l'Europe dans le vol habité au tournant de la prochaine décennie. Il va bien sûr maintenant falloir convaincre l'ESA et les investisseurs, mais franchement, de notre point de vue, c'est assez rafraîchissant de voir un acteur ne pas se brider avant même d'avoir commencé. Espérons que PLD pourra avancer sur cette vision et peut-être convaincre le reste de l'industrie que la timidité a fait son temps. On va continuer ce DNDE en Allemagne où il est temps qu'on parle des avions spatiaux de l'entreprise Polaris. Rien à voir avec le programme Polaris Dawn qu'on a beaucoup évoqué ces dernières semaines. Polaris est une entreprise de Brême qui travaille depuis 2019 sur des avions spatiaux. Leur objectif à long terme est de développer un véhicule dénommé Aurora. Il s'agit d'un avion spatial capable de faire du transport hypersonique, voire de livrer jusqu'à 1 tonne de charge utile en orbite grâce à l'ajout d'un second étage. Afin de développer cette capacité, l'entreprise fait voler depuis quelques années des prototypes à taille réduite, dotés de moteurs de plus en plus complexes.
Le dernier d'entre eux, Mira 2, vient de recevoir l'autorisation de voler. Mira 2 fait 5 mètres de long. Il est équipé de 4 turboréacteurs et d'un moteur fusée Aerospike. Il doit ainsi pouvoir décoller grâce à une propulsion classique avant de mettre à feu son moteur fusée pour mener des vols suborbitaux. Le tout ne fait que 240 kg. Mira 2 devrait ainsi devenir le premier avion opérationnel à exploiter un Aerospike. Ce devait normalement être son grand frère Mira 1 l'année dernière, mais il a été endommagé lors d'un décollage. Il faut donc passer cette étape et normalement d'ici quelques semaines ou quelques mois, on devrait avoir des images d'un avion volant sous propulsion Aerospike. Voilà un sujet sur lequel l'Europe est loin d'être en retard. Pour fêter cette bonne nouvelle, Polaris a également annoncé une nouvelle levée de fonds, ce qui porte les sommes récoltées à 7,1 millions d'euros. Si les premiers essais du démonstrateur Mira 2 se déroulent bien, je ne serais pas étonné de voir cette somme grossir rapidement. En cas d'échec, Mira 3, qui est construit sur les mêmes spécifications, devrait pouvoir prendre la relève rapidement, puisque ce prototype est lui aussi en phase de production avancée. Polaris prévoit ensuite un ultime démonstrateur de 7 à 8 mètres de long qui permettra de gagner en capacité. Dénommé Nova, il doit entrer en action dès l'année prochaine. Pour gagner une capacité spatiale, il faudra ensuite travailler sur un second étage. L'entreprise pourrait ici recycler son moteur Aerospike ou peut-être s'associer à un autre acteur du New Space européen. On a en tout cas hâte de découvrir avec vous les images de vol de Mira 2. Allez, pour finir ce DNDE, il faut qu'on parle des signatures des méga constellations avec 2 nouvelles inquiétantes qui se sont succédées ces dernières semaines. La première nous vient de Starlink. Des radioastronomes néerlandais ont rapporté que les nouveaux satellites de la constellation émettent 32 fois plus de bruit radio que leurs grands frères. L'instrument sur lequel ils travaillent, l'OFAR, fonctionne dans les basses fréquences pour essayer de détecter des sources radioastronomiques extrêmement ténues. Le problème, c'est que les nouveaux satellites Starlink sont maintenant 10 millions de fois plus lumineux dans ce domaine que les sources qui les intéressent. Cela aveugle périodiquement leurs radiotélescopes. Avec le rythme endiablé de lancement de SpaceX, la situation ne risque pas de s'améliorer. Et il n'y a pas que les radiotélescopes qui vont être affectés. En effet, dans le domaine optique, ce sont les premiers satellites des méga-constellations chinoises qui font grincer des dents. Le 30 septembre, un groupe d'astronomes a ainsi détaillé la signature des 18 premiers satellites de la constellation Qianfan. Ils rapportent qu'ils peuvent atteindre une magnitude de 4 dans les pires conditions, ce qui les rend visibles à l'œil nu. Pour un télescope, ce sont de véritables phares dans la nuit. Avec 18 satellites, la situation n'est pas trop préoccupante. Le problème, c'est que la constellation en prévoit 14 000 en tout. Un véritable Starlink chinois. SpaceX avait connu des critiques similaires avec les tout premiers satellites Starlink. L'entreprise avait adapté son architecture pour réduire leur signature lumineuse. Il faut donc espérer que les concepteurs de la constellation Qianfan vont entendre un appel similaire, et qu'à minima les astronomes chinois pourront mettre la pression sur eux. L'ère des méga-constellations n'en est qu'à ses tout débuts, et il y a de fortes chances pour que le problème empire dans tous les domaines d'observation. Cela nécessiterait probablement une conversation à l'échelle mondiale, mais il n'est pas certain que l'humanité y soit prête. Voilà qui boucle notre DNDU du jour, un peu plus long que d'habitude. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.